Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui parle de l'actualité de la NBA avec un très très léger focus sur Victor Wembanyama. Et cette semaine, on est avec Shai Mamou. Shai, comment ça va ? Ça va très bien, écoute, j'ai plutôt envie de te demander à toi comment est-ce que ça va. Quelles sont les dernières nouvelles ? J'ai envie de dire, moi ça va bien, je vois pas à quoi tu fais référence, à part peut-être quelques petites blessures, un accident de voiture. Je me suis fait avoir par le Zaza Pachulia des voitures sur la route. Et c'est pas faux, mais il y a rien de très grave, faut pas s'inquiéter. Quelques entorses, un léger accident. J'ai pas envie de trop rentrer dans le détail, j'ai envie de parler plutôt de basket, mais effectivement c'est pas fou. Ce qui fait que j'étais pas là du coup pour le match des Spurs où Pop a pris le micro, j'étais pas dans la salle pour entendre de mes oreilles les boos des fans et parler de tout ça. Et ce qui me donne un peu l'opportunité aussi, du coup, de s'éloigner de Victor Wembanyama, de s'éloigner des Spurs. Alors, on va quand même en parler, parce que je suis pas fou. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un petit tour des petits jeunes de la ligue qui sont en train de monter justement. Alors déjà les rookies qui sont dans la course au Rookie of the Year, les rookies qui sont intéressants, mais aussi les moins jeunes entre guillemets qui sont en train de prendre le pouvoir un petit peu en NBA. Et donc, on voulait commencer d'abord avec, bien sûr, Victor et son rival, d'une certaine manière, Chet Holmgren, qui joue au Thunder. Pour moi, c'est vraiment la course à deux qui est en train de se faire pour le Rookie of the Year. Je sais pas toi si t'as la même perspective que moi là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a eux deux et qu'il y a un gouffre ensuite. C'est ça, c'est d'un côté c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper en se disant que avec ce qu'on savait de Chet Holmgren, de ce qu'il avait montré à la fac avec les États-Unis en catégorie de jeunes, c'était un duel un peu logique, et puis il y avait un parallèle déjà entre deux, ils se sont déjà affrontés, tout ça. Honnêtement, on savait que Victor serait dans la course, c'était évident, grandissime favori. Pour Holmgren, je pensais pas que son rôle lui permettrait d'avoir la production suffisante pour être candidat au Rookie of the Year, et c'est évident que les deux se sont détachés. Et je vais faire l'inverse d'être chauvin, c'est-à-dire que je pense, et d'ailleurs tu peux le retrouver dans la rookie race qu'on a faite cette semaine. Je pense que Chet Holmgren a un temps d'avance. Au-delà des statistiques, il a une efficacité qui est incroyable. C'est facilité par son rôle, le rôle qu'il a et l'entourage qu'il a au KC. Les gens se plaignent assez souvent de l'entourage de Victor, chez les Spurs, la qualité ou du manque de qualité des joueurs qu'il y a autour, des systèmes qu'il y a ou pas pour lui, etc. Holmgren, il joue il a pas la même pression. Il a Shai Gilgeous-Alexander qui est là, il a des joueurs autour qui sont déjà un peu, même s'ils sont jeunes, ils sont déjà un peu plus expérimentés. Et donc, il tire totalement profit de cet avantage-là. Et ouais, la course, elle est entre les deux, et il y a un gouffre avec les autres. Il y a plein de jeunes super intéressants dans cette cuvée, mais Holmgren, il est invraisemblable tous les soirs. Et Victor, même si on peut, tu t'en as pas mal parlé aussi dans le podcast, et on en parle aussi souvent tous les jours, mais forcément, parfois, on peut attendre plus, on peut espérer d'autres choses, mais ça reste, pour un débutant, des stats, ne serait-ce que des stats déjà impressionnantes, quand même. Clairement, déjà, sur les stats un peu brutes, on peut regarder, c'est les deux meilleurs marqueurs de la classe de draft, de loin. Et c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est juste, c'est que actuellement, Chet est beaucoup plus efficace que Victor. Donc, par exemple, si on prend le nombre de points par tentative de tir, Chet est à 138,4% de tir tenté, ce qui est excellent même pour un intérieur. Et Victor est à 105,3% de tir tenté, ce qui est médiocre pour un intérieur. Donc, il y a deux niveaux d'efficacité complètement différents. Et surtout, en fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'on a d'un coup une sorte de révolution un petit peu dans le monde du basket, parce qu'on a deux joueurs qui sont juste immenses. Alors, Chet est un peu moins anormal, j'ai envie de dire, que Victor. Il est un peu moins spécial parce qu'il est moins grand, moins long, et on a l'impression qu'il a un peu moins de potentiel pour devenir un joueur vraiment qui touche à tous les domaines de manière élite. Mais on est vraiment sur le même archétype de joueur. En fait, les deux arrivent en même temps. Les deux jouent un petit peu comme des ailiers alors qu'ils font une taille de pivot. Les deux sont excellents défensivement, mais en même temps d'une polyvalence complètement what the fuck, en fait, pour dire les termes, parce que je comprends pas comment c'est possible ce qui se passe avec Chet et avec Victor. Et en fait, on a ça qui arrive en même temps, et ces deux mecs-là qui sont un petit peu en rivalité, avec le contexte qu'il y avait eu par rapport à la Coupe du Monde, même par rapport au match de pré-saison où ils sont un peu rentrés dedans. Donc il y a vraiment le storytelling, etc. Et en même temps, on a deux mecs dans des contextes qui sont, pour moi, extrêmement différents, où Victor, il est vraiment au centre du jeu des Spurs, et dans une équipe, du coup, qui est encore en phase d'observation, pour prendre les mots de Pop, qui est un peu désorganisée.
Et de l'autre côté, on a Chet qui est un petit peu en mode, qui est plus un joueur de, j'ai pas envie de dire de complément parce que c'est un joueur qui a 20% de usage rate, donc c'est quand même important. Mais il joue un rôle moins central parce que évidemment la pièce centrale de l'attaque des Thunder c'est SGA, mais il joue un rôle plus juste, j'ai envie de dire, qui est plus ordonné, avec des systèmes qui sont mieux définis, un truc un peu plus collectif quand même. Donc, en fait, cette différence de contexte, moi, elle me brouille un peu ma perception des choses, parce que j'ai l'impression que Chet a un temps d'avance, j'ai l'impression que le temps d'avance, c'est aussi collectif. Ouais, non mais c'est ça, c'est sûr. Après, ça aurait été intéressant de voir Chet Holmgren dans un autre, dans le même contexte que Victor, avec où il est le point central et l'unique quasiment option offensive de l'équipe dans laquelle il est. Mais d'un côté, je suis pas sûr que ce soit lui, ce soit pas ce genre, je pense pas que ce soit ce genre de joueur-là. À Gonzaga, c'était le meilleur joueur de l'équipe en termes de potentiel, mais il bouffait pas la feuille de match, quoi. On le voyait déjà un peu cette efficacité-là et cette attention aussi qu'il porte à la défense qui est ultra importante, et c'est ce qui fait aussi sa particularité. Il est déjà impressionnant en protection du cercle. Et toute cette polyvalence que t'évoques, alors ouais, ça aurait été intéressant de le voir dans un autre contexte, mais d'un côté c'est très bien qu'il soit déjà dans un environnement aussi compétitif. Et alors c'est peut-être plutôt l'inverse. Je suis en train de me dire, ça aurait été marrant de voir Victor dans un. Alors on était content de se dire il va aux Spurs, l'équipe va tourner autour de lui, la franchise bosse pour lui. Et d'un côté tu dis, s'il avait eu des joueurs plus près avec un leader déjà bien identifié. Du type de Shai Gilgeous-Alexander, donc un des meilleurs joueurs de la ligue à l'heure actuelle. Est-ce que Victor se serait du coup adapté, aurait pris un peu de recul, est-ce qu'il serait pas marché dessus, ou est-ce qu'au contraire les qualités qu'il démontre déjà maintenant auraient été sublimées, où il aurait pas eu à prendre des tirs aussi compliqués que là, il aurait dû faire le choix de l'efficacité, être toujours aussi étourdissant défensivement, parce que bon, il est dans un collectif qui est pas très efficace défensivement, la défense collective des Spurs c'est compliqué, mais individuellement, je le trouve encore impressionnant sur la faculté qu'il a à obliger les équipes adverses à renverser complètement le jeu. Il y a plus de côté faible quand il est là, il couvre tout. Alors c'est insuffisant, tu joues pas tout seul au basket, mais c'est sûr. Ouais, du coup, ce que fait Holmgren me fait me demander ce que Victor aurait fait tu peux te demander qu'est-ce qu'ils auraient fait l'un et l'autre dans l'autre contexte. Mais dans tous les cas, ce qui est cool, c'est cette rivalité, on n'est pas encore là parce qu'il y a une équipe qui est très compétitive et pas l'autre. Mais je pense qu'il y a des trajectoires similaires qu'on retrouve. On les avait envisagées il y a quelques années déjà. Et je pense qu'Holmgren, connaissant un peu le bonhomme, moi j'avais mangé pas mal de documentaires sur lui à l'époque où il était dans le Minnesota. Il m'intéressait pas mal parce que même si tu dis il est moins anormal que Victor, mais tout le monde est moins anormal que Victor. Lui, c'est déjà, voilà. Non, mais c'était déjà une sorte, ils aiment bien le terme de licorne. C'était une sorte de licorne quelque part. Dès qu'il y a un mec grand, très très fin, qui a du handle et des qualités un peu all-around, c'était déjà un mec comme ça. Et il a le côté, très 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 compétiteur, presque tueur, un peu, tu sais, mais froid. Et je pense que ce retour à une situation où il est à nouveau considéré peut-être, là, comme le meilleur rookie, je pense que ça lui convient plutôt bien. Il est assez satisfait de ça, de pouvoir montrer un peu ce qu'il vaut. Là, son shoot contre les Warriors pour arracher la prolongation, c'est pas un shoot anodin. C'est le shoot d'un mec qui est très en confiance et qui est très sûr de lui, c'est pas un rookie comme les autres, clairement. Et déjà parce qu'il a il a eu la chance d'avoir cette saison blanche. Je pense que c'est une vraie chance, honnêtement, qu'il ait pas joué du tout et qu'il ait pu s'imprégner de ça, qu'il ait pu travailler spécifiquement avec des coachs en conditions physiques, en shoot. C'est une vraie plus-value par rapport à ne serait-ce qu'à Victor. Mais je pense que ce tandem est détaché et on reverra personne d'autre. On va parler, je pense, après d'autres profils qui sont super cool, mais ces deux-là, on va pas les revoir. Ils sont dans la course tous les deux et jusqu'à la fin, je pense que ça va se tirer la bourre. C'est clair. En plus, l'impact justement du côté un peu révolution de ce que je disais juste avant, je pense qu'on dans cette course-là où on est focus sur ces mecs-là, parce que on parle beaucoup de Victor, donc là on parle plus de Chet parce que c'est la première fois dans Mobb Deep qu'on se focus un peu sur lui. Mais typiquement, il y a des possessions où tu le vois, en fait, il joue un peu dans un rôle d'ailier, il commence à drive depuis la ligne de 3 points. Ensuite, il se reconvertit un petit peu dans un rôle d'intérieur où il commence à poser des écrans, il va roll, il va aller finir vers le cercle, etc. En fait, cette polyvalence-là, elle est choquante. Moi, ce qui me marque toujours cette idée de révolution un petit peu, c'est que quand Draymond Green commençait à porter la balle en transition, on était déjà en mode waouh, un intérieur qui
qui mène la charge en transition, c'est un truc de fou quand même. Mais maintenant, les gens qui font ça, c'est plus forcément des intérieurs undersized. Ça peut être des joueurs comme Chet, ça peut être des joueurs comme Victor, qui justement font monter la balle tout seul, qui mettent en place un petit peu le jeu à leur échelle, hein, bien sûr, mais qui mettent en place le jeu et en fait qui reprennent ce rôle de Draymond Green, mais du haut de leur 2m24, 2m18, je dirais pour Chet. Et enfin, c'est un truc de fou en fait. Et je pense que on est en train d'assister quelque chose d'historique. Tu l'avais vu en match de prépa, Holmgren, quand t'avais été en match de pré-saison. De pré-saison. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu effectivement. Ouais. T'avais quoi l'impression qu'il t'avait faite en vrai? Est-ce que au niveau de la taille, du gabarit, de ce qu'il dégage sur le terrain, je suis curieux moi parce que du coup c'est un joueur que j'ai pas. Tu sais pas, il y a plein de joueurs que j'ai vus en vrai et qui m'ont fait une impression très très différente de ce qu'on voyait à la télé. Il y a des joueurs qu'il faut voir en vrai pour te rendre compte de ce qu'il dégage en fait. En fait, c'est juste que quand tu le vois à côté de Victor, tu te dis bon, t'as l'impression d'assister à quelque chose d'un peu normal parce que en fait les deux se complètent un petit peu. Mais fatalement, quand il te passe devant et que tu lèves la tête, alors là je peux pas en l'occurrence, mais quand tu lèves la tête et que tu le regardes, tu te dis waouh, mais c'est vraiment un monstre. En fait, je pense que le fait que Victor soit là en fait cette année, ça normalise ce qu'est Chet, alors que c'est complètement anormal. C'est ce que tu disais justement, une licorne. En fait, on est juste sur des degrés de rareté un peu différents. Victor, c'est l'alien, c'est un peu le premier du genre, et Chet, c'est la licorne où il est un petit peu entre les deux. Mais c'est une vraie licorne. C'est pas comme tous les mecs qu'on a annoncé des années. C'est vraiment un mec à part, un truc qui arrive, pareil, peut-être une fois par génération ou 2 fois par génération. Et en fait, ça, tu le ressens quand tu le vois, parce que tu te dis, mais tu le regardes, et c'est un peu comme Victor, justement, où tu te dis, mais comment il fait ça? Comment il se déplace comme ça? Comment est-ce qu'il rentre ce tir-là? Enfin, c'est complètement vraisemblable. Et moi, ce qui me choque par-dessus tout, en fait, c'est le 3 points. Parce que quand tu regardes Victor, le 3 points, il est très convaincant dans la mécanique, c'est impressionnant, tu vois le potentiel. Mais lui, déjà, je pense il est en avance là-dessus aussi. Et ça se voit qu'il a passé 1 an en plus au Thunder, un petit peu dans les rayons d'Oklahoma City, où il a fatalement bossé son tir. Mais en plus, il aimait beaucoup plus. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, il est impressionnant sur la ligne 3 points. Et ça s'explique aussi parce que il a beaucoup plus de tirs ouverts que Victor. Victor, c'est un des mecs qui prend le moins de tirs ouverts de la ligue, et lui, c'est un de ceux qui en prend le plus. Victor, il prend plus de pull-up, lui, il prend beaucoup plus de catch and shoot. Mais quand tu lui envoies la balle sur les catch and shoot et qu'il est ouvert, il va être environ à 50%, pardon. Je laisse ça sous les yeux. Il est à environ 50% en catch and shoot quand il est ouvert. Ouais. Et ça, pour un mec de cette taille, c'est invraisemblable. Non, mais il est incroyable. Oui, tu sais, je repense le jour, je pense que je me suis dit, celui-là, il est pas normal. C'est la vidéo, elle avait beaucoup tourné, mais tu sais, le fameux training camp où il était avec Steph Curry et où il l'a dribblé à son propre camp, et Curry l'a rappelé la dernière fois lors du match entre eux, et il a dit non, mais je savais que c'était un fou, il m'a crossé à mon propre camp alors qu'il avait 16 ans ou 17 ans. Enfin, il a ce truc-là, et en même temps, il a tellement de flegme, t'as l'impression qu'il a un flegme fou, qu'il est très toujours tu sais, poker face un peu. Il a une tête particulière, un visage. Moi, j'aime bien regarder les expressions des mecs. T'as les types ultra expressifs. Parfois, c'est quasi théâtral. Ils en font 3 caisses, tu vois. Lui, c'est le tueur. Enfin, c'est vraiment un tueur silencieux, je trouve. Il dégage quelque chose de très particulier. J'aimerais bien le voir en vrai ce qu'il donne. Surtout après quelques années dans la ligue, à mon avis. Ça va être fort. Il a une vraie sérénité, c'est clair. Et là, encore une fois, on le voit chez les 2 rookies un petit peu dans le top. Ils ont ce truc-là ils sont très prêts mentalement. La différence avec Chet, c'est que, on en revient un petit peu encore une fois au basket, c'est qu'il est plus prêt dans le jeu et sa manière de l'appréhender, je pense. C'est aussi, je pense, du fait qu'on le met dans de meilleures conditions. Mais ça m'impressionne de voir, tu vois, ce côté justement un petit peu tueur silencieux, concentré, etc. Ça se voit aussi dans la manière dont il joue, où en fait c'est très très juste, très humble entre guillemets. Le jeu tourne pas autour de lui, mais je pense qu'il s'en fout complètement parce que il exploite au maximum toutes les opportunités. C'est un bon poseur d'écran. Quand il est fake bien. Je dis ça parce que Victor Wembanyama, je trouve qu'il pose pas assez d'écran et que en plus il fake la majorité de ses écrans. Et pour moi, ça c'est un problème. Et ça, Chet, justement, il a déjà cette science-là des écrans. En plus de ça, il a une vraie compréhension du jeu, défensivement, offensivement surtout. C'est là que ça m'impressionne parce que il se sert parfaitement déjà de son tir à 3 points pour aller chercher des opportunités à l'intérieur. Et une fois qu'il est à l'intérieur, pareil, il a ce truc un peu sneaky, je trouve qu'on voyait moins avant sa draft et que là on voit de plus en plus,
où c'est un vrai bon passeur en fait. Il fait les bonnes lectures, il envoie les bonnes passes, il a la bonne vision aussi du fait de sa taille, et ça c'est impressionnant. Et du coup je trouve que l'aspect mental que tu décris un petit peu de ce côté très calme, très serein, etc. En fait tu le vois dans le jeu parce qu'il dissèque vraiment ce qui se passe, et il a déjà la maturité dans l'intelligence de jeu d'un mec qui aurait passé 1 an ou 2 dans la ligue. Il est déjà plus loin que le rookie, et ça c'est sans doute aussi le fait de son année un petit peu sabbatique, du fait de sa blessure. Mais en l'occurrence effectivement pour son début en NBA ça lui a fait du bien, parce qu'on voit vraiment qu'il a une compréhension du jeu qui est niveau supérieur. Ça se voit, enfin c'est son talent et c'est aussi l'expérience qu'il a déjà accumulée au Thunder qui est là. Et je pense que la différence entre Victor et lui, elle est notamment là, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui c'est le favori pour le Rookie of the Year. Je sais pas toi qui tu places devant l'autre, mais moi j'ai l'impression que Chet il est en train de clairement prendre l'avantage. Ouais, pour l'instant, et puis le fait que son équipe soit deuxième, et que quand même bien le dire Antoine, à chaque fois qu'on parle du Thunder, Holmgren c'est déjà le deuxième meilleur joueur de KC en fait. Dans les, c'est-à-dire qu'ils ont une super équipe, mais Jalen Williams c'est très bien, Josh Giddey c'est un bon joueur, Luguentz-Dort un très bon défenseur, il y a des bons joueurs partout au KC, hein. Mais c'est déjà, Holmgren est déjà le deuxième meilleur joueur, il est ultra efficace, il est productif au-delà de toute, moi c'est ça, surtout c'est la productivité, la production pardon, on en parlait tout à l'heure, c'est ça qui me bluffe le plus. Et ouais, bon, je pense clairement que, alors je sais pas, très possible que Victor à un moment s'il se met à refaire des séries de matchs invraisemblables et qu'à côté Holmgren baisse un petit peu, peut-être que les votants se changeront un peu. Là à l'heure actuelle, si tu votes, je pense que tu votes Holmgren, quoi, parce que ils sont deuxième, parce que c'est le deuxième meilleur joueur du deuxième à l'Ouest, qu'il est d'une efficacité incroyable et qui, comme on l'a dit, qui tire le meilleur parti de cette année sabbatique. C'est une bénédiction qu'il n'ait pas eu à arriver en ayant la pression comme ça, et qui est quelqu'un d'autre en parallèle, qui a accaparé la lumière, qu'il ait pu bosser dans l'ombre. Il est même là performer à moitié dans l'ombre, parce que là nous on en parle, et les Américains en parlent un peu parce que ça reste un prospect américain et qu'ils sont en quête de prospects américains durables, mais le très grand public connaît pas encore. Si je demande à mon père, tu sais qui c'est Chet Holmgren, il connaîtra pas, quoi. Non, c'est clair. Tu vois, il va regarder comme ça sommairement, il va te dire évidemment Wembanyama, mais il saura pas qui est Holmgren, alors que voilà, ça va peut-être être le rookie de l'année. Je pense que en fait Victor a l'avantage pour être le Rookie of the Year s'il performe, dans le sens où quand on compare les responsabilités, Holmgren il est à 28,9% de load, c'est-à-dire c'est sur 100 possessions de son équipe, il y en a 28,9 où il est directement impliqué, et il faut juste une seconde pour aller chercher celle de Victor. Et Victor, il est dans les 40 et des patates, que je sorte ça, il est à 40,8. Il y a vraiment un step énorme, en fait. 11 de différence dans cette stat, c'est immense. Donc la différence, c'est que Victor, il est beaucoup plus central, que Victor, ses points, il va les marquer beaucoup sur des isolations, sur des shoots qu'il va aller créer de lui-même, sur en fait des actions, il est vraiment seul un petit peu contre son vis-à-vis, il va les scorer. Et si les Spurs sont bons, ça implique que Victor soit bon dans 90% des cas, alors que Chet, il a pas cette pression-là, en fait, de devoir porter le collectif. Donc, je pense que si, après 20 matchs, Victor se met à performer aussi bien que Chet, ou même un peu moins bien, il va reprendre l'avantage, parce que déjà, on sait que ce genre de profil, ça attire les votants, et c'est logique, parce que, évidemment, plus t'as de responsabilités, et mieux tu t'en sors avec sa responsabilité, en fait, plus important t'es en tant que joueur, donc fatalement, dans la course au Rookie of the Year, c'est super important. Mais par contre, si ça continue comme ça, là, actuellement, les responsabilités de Victor excusent pas, en fait, la différence d'efficacité qui est entre les deux. En fait, il y a tellement un gouffre en termes d'efficacité entre les deux joueurs, que si ça continue comme ça toute l'année, plus on va avancer, plus le fossé va se creuser, et plus Chet va apparaître comme le clair favori pour le titre de Rookie of the Year. Ce qui empêchera pas Victor éventuellement de faire le All-Star Game grâce à la hype, éventuellement d'aller chercher une récompense défensive si les Spurs progressent dans ce domaine-là. Mais Rookie of the Year, par contre, là clairement Chet il a un temps d'avance, et si on continue comme ça, ça va juste continuer à se creuser. Donc au-delà de ces mecs-là, je voulais qu'on parle un petit peu déjà un peu des autres rookies. J'avais un mec en tête en particulier qui m'a moi complètement choqué, parce que on parle de profils un peu rares, et Victor et Chet évidemment ils sont au-dessus du lot en termes de rareté. Mais moi, un mec qui m'a choqué dans le sens où j'ai rarement vu un rookie comme celui-ci, c'est Ausar Thompson. Et c'est purement défensif, en fait. Bon, offensif, il y a aussi un truc où le mec, il court partout, il attrape ses rebonds, il est explosif, etc. Il est impressionnant. Mais défensivement, j'ai
j'ai envie de péter mon crâne pour dire les choses de manière extrêmement simple. C'est-à-dire que vraiment c'est hallucinant. Enfin, je manque de mots. Et le mec est tellement a tellement de capacités athlétiques. Il est tellement mobile. Il est tellement même ses instincts ils sont top. Sa compréhension de jeu elle est déjà top. Il arrive super bien à suivre son vis-à-vis. Le mec est déjà pour moi un candidat pour une All Defensive Team et c'est clair. Et je parle pas de la seconde team. Je parle de la first. Je sais pas ce que toi t'as trouvé chez Ausar Thompson. Si tu l'as trouvé si différent, si t'as tant sauté aux yeux. Mais j'ai l'impression que, enfin moi, il m'a vraiment choqué. Et j'ai l'impression que c'est le cas de la plupart des observateurs. Son problème, malheureusement, c'est qu'il joue dans une équipe extrêmement faible, enfin extrêmement mal classée, très très médiocre. Donc ça limite ses chances, je pense, pour les defensive teams, même si je suis du même avec toi. Hein. Honnêtement, on n'a pas vu un rookie avec ce niveau défensif là d'entrée comme ça depuis quand en fait. Enfin, à l'extérieur en tout cas. Ouais. Voilà, oui, dans ce registre de jeu, tu vois, c'est pas à l'intérieur, mais sur ce poste-là, honnêtement, j'ai pas le souvenir ces dernières années d'un mec qui était capable de faire ça, quoi. Et là où ça me bluffe, c'est que j'étais très très sceptique sur la fameuse Overtime Elite, tu sais, la ligue dans laquelle il a fait ses gammes avec son frère. Et je me disais, ok, ce qu'on voit, c'est cool. Il y a cette fluidité athlétique des deux côtés du terrain qui fait qu'on voyait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait de la matière pour les faire progresser. Mais je pensais qu'ils auraient tout de suite des difficultés en NBA. Pas que lui, particulièrement, vu que son frère est blessé, on peut moins le juger, mais il se dégage un truc, sur la défense et l'énergie. Lui, pareil. Je parlais de l'impression visuelle. Je pense pas que t'aies vu les Pistons encore cette année. Du coup, ils les ont affrontés déjà. Non, je les ai pas encore vus en live, mais j'espère que je pourrai les voir aussi à Détroit d'ailleurs. Ouais. Voilà, moi c'est lui pareil, je pense que c'est le genre de mec tu t'en rends encore plus compte en live de son activité et de tous ses déplacements sur le plan défensif. Alors voilà, tu le disais, le potentiel offensif, il est un peu à défricher même s'il arrive quand même à mettre il est à 11 points de moyenne, je crois. Enfin l'autre jour, il était à 11 points de moyenne quand on s'était penché sur son cas. C'est ça, 11,3 actuellement. Il a le bagage pour devenir un scoreur juste fiable, même si au pire je pense qu'il peut être un vrai spécialiste défensif tout en étant un scoreur fiable. Et là, t'as une terreur pas possible. Enfin, un mec oui, ce serait un candidat tous les ans à l'un des meilleurs 5 défensifs. C'est clairement déjà. Enfin, tu peux te projeter sur les années à venir. Tous les ans, à partir du moment où Détroit va décoller un peu, il sera dans la discussion pour le Defensive Player of the Year. Pour l'instant, il est juste limité par la médiocrité de son équipe. En termes de bilan, il y a eu des petits trucs positifs en début c'est vraiment tout début pour Détroit, mais là ils enchaînent les défaites et pour l'instant c'est ce qu'ils freinent pour les espèces pour les honneurs individuels. Mais je suis comme toi, c'est une super sensation, je trouve, quand t'es sceptique sur un mec. Alors faut pas être trop vocal dessus et dire il y arrivera jamais machin. Mais moi j'avais dit j'attends vraiment de voir parce que l'Overtime Elite, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et quand le gars il arrive et que t'as l'impression qu'il joue en NBA depuis 4-5 ans, tu te dis le scepticisme il avait finalement pas lieu d'être et le gars c'est déjà un joueur assez incroyable. Donc c'est le genre de réalisations qui font plaisir et je suis très très curieux de voir jusqu'où il peut aller parce que ils tiennent quelque chose d'assez incroyable entre les mains les Pistons. Je t'avoue que moi j'étais déjà convaincu d'entrée de jeu sur Ausar plus que Amen. Où après c'était beaucoup par le biais des scouts que je suis ou même de mes potes qui sont vraiment branchés prospect. J'en faisais confiance et je pense qu'ils avaient plutôt raison sur le côté défensif. Maintenant ce qui m'inquiète un peu, moi c'est le rôle offensif. Tu dis que ça peut être un scoreur fiable. En fait je trouve que là où il est fort c'est évidemment il a une bonne finition parce qu'il a un bon contrôle de son corps etc. Ce qui lui sert beaucoup en défense aussi. Il a une excellente explosivité évidemment donc quand il explose au cercle c'est impressionnant parce que non seulement il va haut, il va vite, et en plus il reste longtemps en l'air, donc il y a plein d'opportunités qu'il va pouvoir créer comme ça. Mais en fait, à part vraiment ces qualités-là et son rôle de cutter dans le scoring, moi ce qui m'inquiète c'est son tir à 3 points. Où là il a combien à 3 points? Il est à 13,8%. Il y a des matchs où je l'ai vu enchaîner l'airball. Les défenses, il le laisse complètement ouvert tout seul, il rate quand même ses tirs. En fait, on a vraiment l'impression que là son shoot à 3 points, c'est pas qu'il est en chantier, c'est que je sais pas s'il y a les fondations
pour construire quelque chose. Alors je suis pas expert du scouting ou quoi que ce soit, mais moi quand je le vois shooter comme ça m'inquiète vraiment sur le potentiel offensif. Je pense qu'il est suffisamment bon en défense et assez bon sur les cuts et assez bon sur les passes pour quand même trouver du temps de jeu, toujours en NBA avoir un rôle prédominant. Mais sur le côté un petit peu offensif, moi j'ai très peur de ça. Et aussi il a un jeu un peu à risque, je trouve, il perd pas mal de ballons par rapport au nombre de passes qu'il distribue. Donc je trouve qu'il est vraiment super approximatif, ce qui nous rappelle aussi qu'il est très brut comme talent. Mais en attaque vraiment en particulier, je trouve que c'est très très marqué et qu'il y a encore une énorme progression à faire pour lui. Mais tu sais, sur le tir à 3 points, je comprends l'inquiétude, mais moi, depuis que j'ai vu Kawhi Leonard passer d'un tireur très 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 médiocre à un très bon un shooter très fiable, après être passé entre les mains de Chip Engeland à San Antonio, je pense que ils sont tous capables. Tout dépend de l'éthique de travail qu'il a, du temps qu'il passera à bosser. Il y a rien qui me semble impossible. Il a pas besoin de devenir un tireur d'élite. Je pense que ne serait-ce que s'il atteint 35% à court ou moyen terme, ce sera déjà très correct, vu tout ce qu'il apporte à côté de ça. Donc moi je lui laisse ça reste un rookie quoi. C'est-à-dire qu'il il est tellement en avance défensivement qu'il faut bien qu'il ait des choses à bosser. Et de ce que j'ai vu de lui, tu sais, on l'entendait pas mal parler, même après la draft. Ça peut paraître être un cliché. Ils disent tous qu'ils ont une éthique de travail et une soif d'apprendre et machin, mais lui, dans tous les entretiens que j'ai vus, lui et son frère d'ailleurs, il est très très versé dans un peu l'histoire du jeu, les gars qui sont passés avant. Je pense que il a l'envie de réussir vraiment, et je le vois bien développer, travailler spécifiquement à chaque intersaison pour gommer les lacunes qu'il a, pour progresser sur des trucs. Il restera pas à 13% à 3 points. Je peux prendre le pari avec toi. Je pense qu'il va tellement bosser. Dans 3 ans, on en reparle. Si tu veux, même dans 2 ans, je pense. Surtout si les Pistons ont réussi à être moins médiocres, ce que j'espère quand même. Je pense que là, lui, c'est un martien aussi. Honnêtement, il est. Je comprends, mais en fait, même s'il garde juste ce qu'il a là offensivement, c'est-à-dire tout ce que tu as dit qui découle de ses qualités athlétiques, c'est déjà bien. En fait, c'est-à-dire qu'il est capable d'être, je pense, le 3e scoreur de ton équipe à terme. Et s'il arrive à être à 35% à 3 points, là, tu tiens un mec, alors peut-être pas un 3&D parce que je le vois pas être à 40% non plus. Je suis d'accord avec toi. Il y a le shoot est un peu compliqué, mais je pense vraiment que Détroit. T'es gentil, hein. Ouais. Parce que un peu compliqué. On parle d'un mec qui est capable d'enchaîner l'airball. Après, je suis d'accord avec toi. Hein, je veux bien croire qu'il va progresser beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des archétypes de joueurs qui n'étaient pas du tout solides à 3 points et qui ont fait d'énormes bons en avant au fil de leur carrière. Mais c'est vrai que moi, je compte quand même moins là-dessus, dans le sens où je dis pas que ça arrivera pas. J'ai juste que j'attends de voir si ça va arriver. Et maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du profil d'Ozar Thompson, qui est surtout captivant sur le plan défensif, moi j'ai envie qu'on se penche sur un profil qui est qui était un petit peu l'inverse, justement, où on se disait moins défensif. Défensivement et offensivement c'est cool. Justement, moi je trouve que donc je voulais parler d'Alperen Sengun dans ce podcast parce que les Rockets c'est clairement un peu pas une surprise de la saison, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu une des équipes émergentes. Et Sengun c'est vraiment devenu le centre de l'attaque des Rockets quand même. Un des centres, hein, bien sûr, tout passe pas par lui, c'est pas Nikola Jokic non plus, mais on est quand même sur ce profil de joueur qui va vraiment avoir énormément de ballons, qui est enfin devenu le joueur qu'on espère depuis le début, où il peut enfin exploiter ses skills un peu offensifs. Moi, ce qui me surprend notamment avec Sengun, c'est l'évolution défensive, où le mec tient beaucoup plus devant ses adversaires. Il a une meilleure lecture du jeu. Je trouve qu'il compense beaucoup ses capacités physiques, pas très avantageuses défensivement, par des bonnes lectures défensives où justement il a ce feeling quand même où de quand est-ce qu'il faut aider, quand est-ce qu'il faut défendre en drop, quand est-ce qu'il faut venir contester, etc. Ça, il le fait assez bien. Globalement, je trouve qu'il y a une meilleure rim protection que les années précédentes où il est plus actif déjà, il est plus engagé. Et en plus de ça, je pense que physiquement, il a beaucoup progressé parce que je trouve qu'il a une meilleure détente, qu'il est plus mobile et qu'il a une meilleure endurance parce qu'il tient vraiment sur un bon rythme en donnant des efforts défensifs. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu un axe de progression qui est majeur parce que la question, elle était beaucoup là-dessus. Est-ce que Sengun est viable défensivement? Il sera jamais excellent, mais là, déjà, s'il est correct, c'est cool. Et une fois qu'on a dit ça quand même, le principal, ça, l'attaque, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression de voir un Nikola Jokic qui passe beaucoup de ballons, qui a vraiment ce côté en plus passeur spectaculaire, qui a une
une super finition, un super toucher, tout ça. Sengun, à quel point toi, est-ce qu'il t'impressionne? Bah moi, c'était dans la grisaille de Houston des dernières saisons. C'était un peu l'éclaircie. Et en même temps, c'était très frustrant parce que, comme tu le disais, il était un peu sous-exploité par la force des choses, parce que limite, t'avais l'impression que s'ils le mettaient trop, c'était problématique pour leur objectif de tanking. Et je me souviens de Jokic qui disait, qui après un match, bon forcément les journalistes lui demandaient alors qu'est-ce que tu pensais de Sengun, un intérieur non américain qui a le même type de skill set que toi, et il avait dit quelque chose qui était, enfin ça m'avait marqué quand même parce que c'était Jokic, c'était un MVP. Il dit mais je comprends pas pourquoi le ballon ne passe pas plus par lui. Il faut que ça passe plus par lui. S'ils veulent devenir une bonne équipe, faut que le ballon passe par lui. Là, il est sous-exploité. Alors, j'ai pas sa moyenne de minutes de l'année dernière, par exemple, mais là, tu sens qu'avec le changement de coach et le changement d'ambition, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait l'alimenter, qu'il avait une vision du jeu, un toucher, une qualité de passe. Il trouve des angles. Enfin, en ça, c'est quelque chose qui se rapproche de Jokic, parce que un intérieur qui a cette vision du jeu et cette qualité de passe, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Puis il y a le côté spectaculaire, passe dans le dos, passe aveugle, enfin tout, il a une panoplie énorme. Et à l'image de Jokic, qui est devenu passable défensivement, enfin passable pas dans le sens on peut le passer, hein, passable dans le sens honnête, quoi, décent. Il joue de sa taille et il est devenu correct, quoi. Tu peux plus l'exploiter comme tu pouvais l'exploiter à un moment de sa carrière. Alors ça paraît fou et pas très raisonnable de se dire bah le modèle à suivre pour moi c'est Jokic, faut que j'atteigne Jokic, mais c'est un peu ça en fait. Alors il sera, je sais pas, je veux pas non plus me projeter, je sais pas s'il arrivera à l'excellence qu'a Nikola Jokic aujourd'hui, qui domine la ligue, mais en tout cas avec ce regain de forme de Houston qui redevient une équipe regardable, déjà rien que ça. C'était la seule chose qui était regardable chez Houston, c'était Sengun, honnêtement, pas la dernière saison. Là, au sein d'une équipe regardable, il la rend encore plus regardable. Donc alors surpris, je suis pas du tout surpris parce que c'était ça ta question de base, je suis pas surpris du tout que l'équipe joue mieux avec un Sengun plus impliqué. Ça me paraissait ça tombait sous le sens. Après, il progresse quand même vraiment vite. Il est déjà très 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 important dans l'équipe, alors qu'il y a des vétérans qui sont arrivés, alors qu'il y a des jeunes avec, des jeunes, c'est plus des rookies, mais Jalen Green et consorts qui ont aussi besoin de prendre leur place, des shoots et tout ça. Le fait qu'il arrive à être quasiment le joueur le plus en vue de cette équipe, ça me surprend un peu. Il va très vite quand même. La courbe d'apprentissage est très intéressante et me surprend positivement, et dans tous les cas c'est un joueur que j'adore regarder jouer, c'est évident, quoi. Mais c'est clair que là tu parles des minutes, moi j'ai sous les yeux, il est passé de 21 sur la saison rookie à 29 la saison dernière, ce qui est déjà plutôt honnête, à 32 cette année, donc il y a encore vraiment un cap qui est passé. Et là évidemment aussi ce qui marque, c'est le passage de la sacro-sainte barre des 20 points qu'il a enfin passé. Pareil, il y a plus de passes décisives évidemment. En fait, c'est plus qu'une question de combien de ballons il touche. Il y a vraiment une question de rôle, et je suis d'accord. En fait, c'est un peu quand Fred VanVleet arrive, tu te dis qu'il va récupérer beaucoup de ballons. Éventuellement, Sengun va en jouer moins. Dans les faits, techniquement parlant, Sengun touche moins le ballon que l'année dernière. En termes de pourcentage de possession, il le touche moins. Mais en fait, c'est pas très grave parce que c'est logique. Il y a plus de joueurs à qui il faut distribuer la balle. Ce qui est intéressant de noter, c'est tout à l'heure je parlais du load, c'est-à-dire le nombre d'actions dans lequel un joueur est impliqué. Donc pour 100 possessions, Sengun il est impliqué dans 41,4 possessions, alors que l'année dernière du coup, c'était 32,3. Donc il y a vraiment pareil une énorme différence entre les deux années. Et surtout moi ce qui me marque, c'est que Sengun il touche pas forcément le ballon tout le temps, mais c'est juste des fois on va lui faire la passe et s'en servir un petit peu comme un connecteur, comme un point de fixation, et ça il le fait parfaitement. Ouais. Ça explique aussi pourquoi il touche moins le ballon entre guillemets que l'année dernière. Et du coup en fait Ime Udoka, qui a vraiment fait du bien à cette équipe quand même, c'est à retirer un petit peu le ballon des mains de Jalen Green fatalement. Et je trouve que justement ça marche mieux comme ça, où Jalen Green il a moins le ballon, il exploite plus ses capacités athlétiques. On parlait de Ozar Thompson juste avant qui joue un peu en mode cutter, il agresse le cercle, etc. Jalen Green il joue plus sur ces capacités là qu'avant, moins sur ses capacités on-ball qui sont pas top. Et c'est aussi ça qui fait que ça marche mieux, c'est que Sengun au centre de l'attaque, c'est pas que Sengun au centre de l'attaque, c'est aussi mieux exploiter les mecs qui sont autour. Donc en fait, c'est win-win-win pour les gens autour. Alors maintenant,
on parle de Nikola Jokic. Je pense que si on le compare, c'est parce que en fait il y a peu d'archétypes comme ça, d'un pivot un peu lourd, pas très long non plus, pas très mobile, avec des capacités offensives qui sont énormes, avec ce toucher là, ce tir à mi-distance sur lequel Sengun a progressé. Il est à plus de 50%, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. En fait, avec ce jeu très polyvalent offensivement, ses lacunes défensives, en plus c'est deux Européens, donc ça se ressemble. Je pense pas qu'un jour Sengun deviendra MVP. Après, si c'est à sa portée, grand bien lui fasse, hein. Mais moi je suis pas convaincu là tout de suite. Mais fatalement, on est obligé de se dire quand on regarde ça ressemble de plus en plus à Jokic. Et le jeu des Rockets ressemble de plus en plus à celui des Nuggets. Et est-ce que, enfin, j'essaie de me replacer je me souviens même pas de ce que je vais te dire, mais est-ce que quand Jokic a commencé à développer les atouts qu'on lui connaît, et à un moment il a vraiment franchi un palier, est-ce qu'on se disait qu'il pourrait être MVP? Tu vois, quand c'est les prémices de son. Ah, je pense pas. Ouais, hein. Donc Sengun, je pense qu'il faut rien s'interdire. Il a la panoplie. On sait que maintenant en NBA aujourd'hui, tu peux être MVP avec cette panoplie là. Donc je serais plus si surpris, tu vois. Denver était pas une équipe très considérée. Jokic et ce profil de joueur, on se disait c'est bien, c'est un peu révolutionnaire, mais il défend pas assez, Denver est pas assez fort, il score pas assez. Et au final on voit ce qu'il est devenu. Donc pourquoi pas pour et l'autre jour je regardais alors c'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, hein, il faut toujours la pondérer, mais il est dans le top 25 ou enfin il est 23e je crois du plus minus, donc dès qu'il est sur le terrain c'est positif, quelle que soit la version, quelle que soit la formule avec laquelle Udoka joue, quand Sengun est sur le terrain c'est quand même globalement très positif pour les Rockets. De toute façon quand on regarde les stats même avancées, tout ce qui est l'impact, on-off, etc. Effectivement, les Rockets sont juste bien meilleurs en fait avec Sengun sur le terrain, et c'est assez logique en fait quand tu vois ce qu'il fait. Mais donc je pense que même si le plus-minus c'est une stat un peu discutable, globalement l'impact de Sengun, lui, il est à peu près indiscutable quand même. Et on va avancer vite parce que on va pas non plus parler à chaque fois de chaque jeune pendant 40 minutes, même si je pense que Sengun il nous passionne un peu tous. Je veux aussi parler de Tyrese Maxey justement, où là je parlais avec Sengun un petit peu du côté du coup Jokic, comment est-ce que le pivot prend une place centrale, distribue le jeu, crée des espaces pour ses coéquipiers, et je trouve que c'est ce qui se passe un peu à Philadelphie, où l'année dernière on avait un jeu très statique centré sur le pick and roll James Harden, Joel Embiid, et sur les isolations / post-up de Joel Embiid. Et là cette année on a un jeu beaucoup plus en end-off avec du coup Joel Embiid qui est plus dans un rôle où il va libérer de l'espace pour ses coéquipiers, mettre des choses en place, et l'attaque de Philadelphie est beaucoup plus active, elle bouge beaucoup plus. Et là-dedans, je trouve que Maxey, il a parfaitement su tirer son épingle du jeu. Après, j'enfonce une porte ouverte, hein. Maxey, il est en train de tout défoncer dans la ligue. Mais je trouve que c'est un peu l'électron libre, justement, un peu hyperactif, qui tire au maximum profit de tous les espaces qui sont créés par ce nouveau mode de jeu, un peu plus comme celui des Nuggets, justement, où il va s'immiscer dans les espaces, lâcher ses flotteurs, ses 3 points. Vraiment, il profite de cette évolution du jeu. Et là, Maxey, moi, pareil, en fait. C'est un mec que j'attendais pas à ce niveau-là offensivement, et qui là, cette année, me surprend, et je pense surprend un peu tout le monde, dans le sens où, est-ce que toi, t'attendais Maxey à ce niveau-là cette année? Je m'avance un peu, mais je pense que non. Alors, tu vas voir. Il y a deux aspects à ce truc-là, parce que si tu regardes les pronos de début de saison, je l'ai mis à la fois MIP et parmi les joueurs qui seront All-Star pour la première fois. Donc j'étais pas le seul, hein, c'était pas une idée de génie non plus. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont senti cette montée en responsabilisation, forcément avec Harden qui jouait pas puis qui est parti. Mais par contre, même en ayant dans l'idée qu'il allait faire une saison All-Star et de très haut niveau, je pensais pas qu'il serait aussi fort. Donc c'est et parce que là le gars il shoot le cercle, il fait 10 mètres de large, t'as l'impression avec lui il y a des soirs où il rentre 8 paniers à 3 points, et il a un pourcentage hyper élevé, il est en confiance sur catch and shoot, sur les pull-ups c'est pareil. Et surtout l'aspect que t'as un peu évoqué quand même sur le changement de style de jeu des Sixers. Moi je suis pas un hater des Sixers, mais l'année dernière tout MVP qui était Joel Embiid, Philadelphie c'était pas une équipe sur laquelle je courais pour regarder les matchs. C'est pas un style de jeu que j'aime pas, le côté très stagnant, particulièrement en playoff.
c'était pas le basket que j'aimais bien regarder. Cette année, Philadelphie, avec un Embiid qui est super impliqué, super déterminé, qui a l'air très content de la progression de Maxey, honnêtement, j'aime bien la regarder jouer, quoi. C'est plus fluide, il y a plus de possession, plus de rythme, et c'est plus agréable, et Embiid, il en est presque plus fort, en fait. Et ça, c'est apporté aussi par cette montée en puissance de Tyrese Maxey, et alors, maintenant, l'interrogation, c'est jusqu'où il va aller. Est-ce que ce niveau en saison régulière, c'est le niveau qu'il pourra avoir en play-off, où il sera logiquement un peu ciblé défensivement? Ça reste un joueur de petite taille, qui est pas un expert de la défense. Il sera plus surveillé, les défenses elles se resserrent. Et je suis très curieux, en fait. C'est très excitant de se demander ce qui peut devenir. Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des clichés en NBA. Tout le monde est un gros travailleur, tout le monde est passionné par le jeu, etc. Mais tous les coachs de Maxey, de la fac jusqu'à Doc Rivers il y a pas longtemps, ont dit que c'était un bourreau de travail, qui devait le supplier pour arrêter de travailler pendant l'intersaison. Donc je suis plutôt, c'est vrai, Doc Rivers avait dit ça. Doc Rivers avait dit non mais on lui dit qu'il doit, quand on lui fait le planning d'intersaison pour cibler les points à travailler, les phases de repos et tout. Parfois, quand on lui met 2 semaines de repos, lui il te fait 2 semaines intensifs pour travailler son shoot, son handle et tout ça. Et ils sont obligés de l'implorer de pas travailler, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que je suis optimiste pour lui. Et pour répondre à la question initiale, après cette longue digression, oui, je suis à la fois pas surpris parce que je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais à ce niveau-là de confiance et d'efficacité, non, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas non plus, tu vois, même avec le départ de James Harden, est-ce qu'il joue 39 minutes, j'abuse, 38,4 minutes par match, ce qui joue, je pense, pas mal dans le truc, mais effectivement, t'as les 40% à 3 points, son excellent mi-distance, il finit bien ses flotteurs. Puis il y a ce rôle de playmaker en plus dans lequel il s'est glissé un peu par dépit, entre guillemets. Où Harden était vraiment le playmaker principal de Philadelphie depuis son arrivée. Et là maintenant, ça passe beaucoup par Maxey qui a 7,1 passes décisives par match au moment où on enregistre ça, avec assez peu de turnover. En fait, moi, c'est un peu ça aussi qui me surprend, c'est comment est-ce qu'il a réussi à vraiment, en fait, non seulement faire exploser son rôle, faire exploser ses minutes, mais en plus maintenir une efficacité qui est similaire, voire supérieure à l'année précédente. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on voit très rarement dans les candidats au MVP, au MIP, parce que souvent les mecs, ils explosent en termes de temps de jeu, ils explosent en termes de responsabilité. En fait, l'efficacité en prend un vrai coup. Et du coup, la production finale, elle est beaucoup plus grande, mais l'efficacité, elle est beaucoup moins élevée que les années précédentes. Ouais. Et là, le mec arrive justement à tout concilier. Et je t'avoue que fatalement, ça me choque un petit peu. Pour un peu boucler ce tour des jeunes, voilà, moi j'ai glissé 3 noms comme ça. Est-ce que toi, t'as envie de parler d'un mec en particulier qu'on n'aurait pas évoqué, un mec que tu suis éventuellement dans une équipe que t'aimes bien, ou même un mec qui t'a un peu surpris, ouais. Je te laisse carte blanche. Alors ça va te surprendre parce que tu viens de dire dans une équipe que t'aimes bien, donc on aurait pu se dire que j'allais citer Orlando ou quelque chose comme ça. Et c'est plutôt sur une équipe, on en a parlé entre nous, hein, c'est très bien, une équipe sur laquelle moi j'étais sceptique et pour laquelle toi t'étais beaucoup plus optimiste. Je trouve que Derek Lively à Dallas, il est au-delà de tout ce que je pouvais penser qu'il apporterait. Moi, l'une de mes inquiétudes pour Dallas, c'était le secteur intérieur et le fait que Jason Kidd, pendant l'intersaison, dise non, mais c'est bon, Derek Lively sera titulaire, ce sera notre poste 5 titulaire, il y a pas de problème, tout va bien se passer. Et moi, j'étais quand même, c'est culotté. Le gars, c'est un rookie, c'est même pas un vieux rookie, hein, c'est un type qui avait pas 4 ans d'université derrière lui, qui avait un profil intéressant. Il a 19 ans, ouais. Voilà, il a 19 ans. Et j'ai découvert un joueur qui est déjà effectivement extrêmement important, qui fait le job plus que ce qu'on pensait, qui est exactement, en fait, c'est un joueur parfait pour jouer avec Doncic, pour jouer avec Kyrie. Il en fait pas plus que ce qu'il faut, et en même temps, il est très très productif. Il est ces dernières stats, ça devait être un truc genre 8.5, 7.5, quoi, 8 points, 7 rebonds. Donc c'est sur le coup, tu te dis pas c'est exceptionnel, mais c'est pas mal, hein. C'est bien pour le temps, parce qu'il a pas un temps de jeu gigantesque. Il doit être t'as son temps de jeu sous les yeux? Ouais, il est à 24 minutes. Après, ouais. Là, je disais c'est pas mal parce que justement, t'étais pas mal t'étais bon sur les stats. Il a 8,1 points, 7,6 rebonds, dont 3 rebonds offensifs. Ouais. Ça, c'est un truc important quand même. Il s'arrache au rebond. Du coup, en 24 minutes de temps de jeu. C'est un super, ce qui est pas mal. Il bataille près du cercle. C'est un excellent rim runner. Et je crois que j'avais vu une stat passer, toi qui aimes bien les stats, je crois qu'à chaque fois qu'il marque au moins 10 points, les Mavs sont invaincus, ils sont genre à 5 ou 6-0
quand il est comme ça. En fait, dans le profil, il me fait un peu penser pour parler d'un ancien joueur des Mavs, mais à Tyson Chandler, un peu le Tyson Chandler des premières saisons, tu vois. Et ça, c'est en plus mobile quand même. En plus mobile, donc un Tyson Chandler 2.0. Attention, Chandler, il était quand même survitaminé quand même pendant ces bonnes périodes, mais oui, plus moderne et au-delà du terrain, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de lui. Une interview où il est, alors t'as l'impression qu'il est chez le psy, mais en fait il se fait juste soigner. Et t'as un journaliste qui l'interviewe pendant ce temps-là, mais je l'ai trouvé très éloquent, très intéressant sur la vision du métier. Sur les trucs, sur les à côté, tu sais, il parlait du fait que il aurait préféré faire 1m34 que 2m16, il doit être à 2m16 là. Il parlait de tous les handicaps du quotidien liés à sa taille. Et je sais pas, j'ai bien aimé le garçon, je suis ultra surpris par la maturité du joueur. Et ça change forcément un peu la perception que j'ai des Mavs, parce que si ce gars-là, il est déjà fort, même si c'est sur un temps de jeu réduit, ce que je vois pour Dallas c'est forcément plus encourageant. Je me pose un tout petit peu moins de questions, en tout cas pour le seuil minimum qui est la qualif pour les playoffs, quoi. Donc petit coup de cœur pour Derek Lively chez les rookies. Je t'avoue, je pense que c'est l'intérieur parfait un petit peu pour le système des Mavs, justement, qui est très évidemment Luka-centrique, où il a tout le temps la balle. Lui, il vient poser les écrans, il se donne au rebond, il fait un peu les petites choses, il a cette maturité dans le jeu. Alors, au-delà de tout ça, j'ai pas envie de... En fait, j'ai rien à rajouter parce que je pense que t'as très bien cerné le profil. C'est vrai que dans cette classe de draft, c'est un peu une des pépites, une des bonnes surprises. Puis on parle pas d'un top 5 pick, on parle pas d'un mec qui marque 40 points par match. On parle d'un joueur de complément, mais qui était un petit peu la pièce du puzzle qui manquait à Dallas depuis plusieurs années et qui là fit vraiment très bien là-dedans. Donc je partage le coup de cœur et je l'ai vu en vrai. C'est pareil, c'est un jeune homme qui dégage beaucoup de maturité, beaucoup de charisme, et quand tu le vois jouer en plus face aux Spurs du coup pour l'ouverture de la saison, il avait été exceptionnel. On s'était presque dit mais il n'y avait pas de presque en fait, on s'était dit c'est le meilleur rookie sur le terrain ce soir-là. Et c'est vrai que du coup moi j'ai eu une rencontre avec lui un petit peu spéciale, parce que moi j'étais venu pour voir Wembanyama et ce qu'il allait faire, et finalement je suis resté pour le show Derek Lively. Donc bon, c'était une bonne surprise. Mais c'est presque là-dessus, un tout je pense petit que on a bouclé notre... Ouais, je sais, c'est presque, et pour, je peux pas ne pas finir en étant comme ça aussi encourageant pour les Mavs, hein, le sceptique qui est en moi, mais le fait qu'un rookie, voilà, le fait qu'un rookie soit aussi important, parce que là, s'il est pas là, c'est quand même un peu chaud. Il y a certains matchs où tu l'enlèves, c'est compliqué. Ils ont Richaun Holmes qui commence à rejouer un peu, ce qui est bien. On en parlait ce matin avec Antoine, mais le fait qu'il y ait autant de charges et de responsabilités sur un rookie, ça me fait toujours un peu peur, tu vois. S'il se prend le rookie wall à un moment, ou s'il est blessé, je serais un petit peu moins optimiste pour les Mavs. Mais voilà, jusqu'à présent, rien à dire. C'est leur saison globalement, et l'apport de leur rookie est vraiment excellent. Je t'avoue, le fait qu'il joue 24 minutes, justement, ça me fait moins peur là-dessus. J'ai moins peur qu'il se prenne le rookie ball que un mec qui joue beaucoup plus, qui a plus de responsabilités, comme Wembanyama, Holmgren et tout. Ça me choquerait pas qu'à un moment dans la saison il ralentisse. Après Wembanyama, s'il ralentit niveau adresse, ça va vraiment être compliqué. Mais bon, voilà, moi je suis assez confiant là-dessus. C'est vrai que de manière générale, il y a des mecs qu'on n'a pas évoqués parce que on n'a pas le temps de faire le tour, mais même Brandon Miller à Charlotte, il est intéressant. Je pense à, bon, je peux peut-être pas faire le tour partout, mais Koulibaly, on en a pas parlé, mais pareil, le mec a des promesses défensives exceptionnelles qui sont encore un cran au-dessus de ce qu'on attendait. Et même, bon, pour nos amis belges, Toumani Camara qui fait des choses à Portland, on l'attendait pas forcément avec beaucoup de temps de jeu ou quoi que ce soit. Là, le fait qu'il joue déjà, c'est une bonne surprise. Et le fait qu'il ait un rôle comme celui-ci à Portland, c'est marrant. On parlait du Magic 2 secondes avant, Anthony Black. En fait, on a vraiment une belle cuvée quand même de rookies, de jeunes de manière générale qui prennent le pouvoir. C'est ça. C'est ce qui est le plus... Enfin, on savait forcément, tout le monde attendait cette cuvée avec Wembanyama, mais et on parle d'une cuvée où le deuxième, Scoot Henderson, commence seulement à rejouer là après avoir été absent, où Amen Thompson n'a pas vraiment non plus pu démarrer sa saison. Mais elle a l'air quand même sacrément profonde, cette cuvée-là. Tu vois, tu parlais de joueurs auxquels on pense pas, c'est sûr. Toumani Camara, je pense qu'il a le profil pour rester aussi dans la ligue, pour avoir le côté accrocheur, défenseur, un peu emmerdeur aussi. Je l'aime bien, j'aime bien les matchs que j'ai vus de lui. Mais ouais, honnêtement, très bonne cuvée pour l'instant, plus même encore que ce qu'on pouvait attendre. À un moment, on se disait même, ouais, bon, il y a Wembanyama et après le reste, on verra.
Et bon, honnêtement, pour l'instant, c'est très très bien. Et ben, sur ces belles paroles, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé ce podcast. Je vous invite à mettre en commentaire un petit peu les jeunes qui ont marqué votre attention, qui ont attiré votre œil. On pourra en débattre un petit peu. Pareil, posez vos questions sur les Spurs, sur la Ligue. On se base là-dessus pour faire nos épisodes suivants, donc c'est important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et puis on se retrouve du coup pour ces basket sessions, pour le podcast de demain avec Théo, et aussi pour le podcast du coup de lundi, plus général avec Théo, Shai et Antoine normalement, et puis toute la semaine pour les CQFR. Donc abonnez-vous, soyez au rendez-vous, il y a plein de contenu qui arrive, et nous on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Mobb Deep. Salut. Ciao.